Bonjour à tous et bienvenue sur Crypto Signal. Aujourd'hui, on va faire le point météo en fait habituel puisqu'on est dimanche, il n'y a pas énormément de volatilité sur les marchés. Donc on va aller regarder un petit peu deux trois petites choses intéressantes sur la price action principalement et puis deux ou trois petits topics également. On y va pour l'intro. Alors, Bitcoin face au dollar, et là on est en 1 heure directement, puisque hier on a fait un point assez fort sur le daily. Alors ce qu'on peut dire déjà, c'est que cette 1 heure ici, ce niveau 1 heure, vous le voyez, a été hard closé juste là. Donc ça c'est plutôt une bonne chose, on va dire qu'on ne reste pas dans des mèches de défense sur ces trois mèches là. On a réussi un petit peu à hard closer ce niveau. Maintenant, bon, ce qui suit derrière, c'est pas non plus, vous voyez qu'on n'est pas non plus sur quelque chose à l'explosion. Encore une fois, on est dimanche, donc on va pas s'attendre à une résolution tout de suite. Néanmoins, on va devoir le décaler ici si on veut avoir quelque chose de cohérent. Pour le moment, ça continue à défendre. On peut dire également que cette trend-là, qui aurait pu éventuellement nous donner un triangle ascendant, pour le coup, est perdue, retestée. Donc ça, c'est plutôt baissier. Donc on a closé la 1 heure, enfin on a hard closé la 1 heure, on a été obligé de la relever, ça nous donne un signal plutôt haussier. En revanche, on a perdu la trend, ce qui nous donne un signal plutôt baissier. On pourrait ici, du coup, en général, quand un triangle évolue comme ça, on peut assez facilement se dire qu'on va peut-être ranger dans la zone. Maintenant, si on voyait bien évidemment à nouveau cette 1 heure être fermée et pour le coup qu'on allait se balader un peu plus haut que ces mèches là, ça serait une prise de liquidité tout simplement au-dessus de ça et là ça pourrait nécessairement retourner un peu les choses et repasser haussier. En tout cas, on perd du momentum à l'achat, on va dire ça comme ça, et par contre on perd également du momentum en short, on va dire à la vente, là où avant on ouvrait des grosses positions et on faisait des très jolies mèches de défense, ça a moins été le cas, on va dire, sur ce week-end. Ensuite, en ce qui concerne le Ethereum face à BTC, pareil, latéralisation, on est sur la même chose qu'hier, peut-être une structure en triangle ascendant, ce niveau-là qui défend, on regarde un petit peu finalement la structure de Bitcoin, et d'une certaine manière, je vais après vous montrer quelque chose qui peut peut-être vous intéresser, mais d'une certaine manière, on voit que Ethereum également reste toujours un petit peu à la peine, il n'arrive pas à casser ce niveau-là vers le bas, et il n'arrive pas non plus à avoir suffisamment de momentum pour éventuellement retester soit cette trend-là, soit venir prendre tout simplement la liquidité au-dessus des 2140. On va voir ce que ça dit, en tout cas cette structure est plutôt bullish, je dirais, c'est-à-dire que vous le voyez ici, on vient à chaque fois nettoyer les longues, tout simplement. On vient notamment retester, vous le voyez ici, également le haut du range précédent qui nous fournit pour le moment un rebond. On va voir si on continue ici, tout simplement dans une structure baissière. Mais là-dedans, on est en train d'accumuler, bien entendu, du stop shorter, du stop vendeur. Donc ça, on va dire que ça irait plutôt vers une éventuelle résolution haussière du côté d'Ethereum qui, bien entendu, est quand même est extrêmement conditionné à ce que va nous donner Bitcoin, on va dire. Vous comprenez bien que Ether, en ce moment, il est en train de se bastonner avec ce qu'on aurait pu voir précédemment sur la zone des 30 000 $ sur BTC. C'est-à-dire que 2 000 $ sur Ether correspond à 27-30 000 $ sur BTC. Et là, en ce moment, on peut éventuellement se dire qu'il est potentiellement en train de retester son niveau des 27K, quoi. Quelque chose comme ça. En ce qui concerne le Total 3, et c'est là qu'on va essayer d'amener un petit peu d'eau au moulin en ce qui concerne cette analyse d'aujourd'hui. Finalement, si je prends le Total 3 ici comme ceci et que je vous rajoute par-dessus le prix du Bitcoin, eh bien, on voit que tout ce qu'on pourrait appeler éventuellement des alt seasons, c'est-à-dire un moment où les alts surperforment BTC, puisque c'est ça qu'on regarde sur cette charte, se passe dans des moments où Bitcoin est plutôt à la poussée, bien évidemment en montée. Soit montée, soit éventuellement latéralisation, et encore que là, vous voyez, on va dire que cette charte suit pas mal celle de BTC, et là, finalement, ce qu'on va regarder ici, c'est que toutes les alts se retrouvent à peu près dans le range initial, celui du plus bas. Dans les alts, on est encore à peu près dans ces niveaux-là. Alors que, on va dire, Ether est à peu près dans ces niveaux-là, et là on regarde bien entendu la charte de BTC, donc Ether se trouve ici à 2000, et les alts sont restés un petit peu coincés en bas dans ce gros range d'accumulation. C'est pour ça, on va dire que si jamais vous regardez en ce moment vos
portefeuille et que vous êtes énormément exposé sur les alts, pas suffisamment exposé sur Bitcoin, eh bien vous allez retrouver avec des portefeuilles qui finalement sont plus ou moins à la latéralisation, alors que tout le reste, on va dire, explose. Enfin tout le reste, Bitcoin, Ethereum sont plutôt les assets performants, on va dire, depuis qu'on a trouvé ce bottom là. Vous voyez que théoriquement les alts devraient être à peu près par ici, ce qui n'a pas été fait. Donc on peut peut-être se dire que si Bitcoin nous offre une continuation haussière, à ce moment-là on aura une continuation haussière sur les alts, et que si par contre Bitcoin corrige, eh bien les alts vont rester tout simplement dans ce range. Alors on a une petite structure haussière sur les alts, donc bon voilà. Donc ici il faut un peu choisir son camp, c'est-à-dire que si on latéralise sur BTC ou qu'on redescend par exemple retester les 31, à ce moment-là, on peut estimer que les alts vont peut-être corriger plus et revenir faire un tour peut-être du côté à minima sans le perdre de ce niveau-là, d'accord. Et si jamais éventuellement Bitcoin pousse, ça peut nous donner ce push sur les alts. En tout cas, vous voyez relativement bien ici que à chaque fois qu'on a eu une petite alt season, eh bien c'était dans des moments où quand même Bitcoin était en train de pousser vers le haut, notamment ici, vous le voyez là également. Je regarde sur le côté parce que sinon j'ai la caméra devant. Mais globalement, le moment où les alts surperforment Bitcoin, et ce sont uniquement des moments où Bitcoin on va dire, performe bien. Donc ça, c'est important à comprendre, entre guillemets, pas d'alt season sans poussée de Bitcoin. Bitcoin a énormément poussé dernièrement, d'accord. Il est possible désormais que si jamais il continue dans sa montée larvée, ce qu'il est peut-être en train de faire en ce moment, il est possible que du coup on ait une continuation haussière également sur nos altcoins, mais c'est soit une latéralisation ou légère montée, soit tout simplement une poussée quand même de Bitcoin qui peut nous donner ça. Il faut comprendre également que si jamais le total ne grossit pas, à ce moment-là, vous allez avoir... Tiens, sérection, c'est rigolo ça. Vous allez avoir quelque chose qui va finalement... des rotations de capital, on va dire. C'est-à-dire que... une alt season peut freiner Bitcoin si jamais on n'a pas de nouveaux entrants sur la crypto. Voilà, c'est ça que je veux dire. Le total ici, à break. Ici, et ça c'est plutôt une bonne chose, c'est-à-dire que il a passé son niveau du premier arrêt, il a passé les 1,24 trillions, le total à break, mais est-ce que derrière, si jamais on continue à ne pas avoir entre guillemets d'argent nouveau sur la crypto en ce moment, eh bien est-ce que ça va pas nous donner une rotation tout simplement qui va freiner Bitcoin, c'est-à-dire les gens passent sur les alts parce qu'en ce moment elles performent pas mal, l'argent sort de BTC, donc BTC latéralise d'autant plus. Cercle vicieux s'il en est, on pourrait mettre Ethereum ici quelque part également, et les stablecoins bien évidemment. Vous avez des cycles comme ça qui se font, qui font que si le gâteau global, donc le total, ne grossit pas, eh bien à ce moment-là on se trouve dans des cercles vicieux, c'est-à-dire un moment où les alts performent bien, provoque une rotation de capital de BTC vers les alts, qui lui-même du coup se place à la latéralisation ou à la baisse, ce qui emmène tout simplement une baisse sur les alts. Donc ça c'est très bien qu'on ait breaké ça, c'est vraiment une bonne chose. La structure est plutôt jolie sur le total. Puisque vous le voyez ici, globalement sur le total on est très légèrement en dessous, Bitcoin il est par là en fait, Ethereum il est resté là, et vos alts elles sont ici, d'accord. Si on prend cette latéralisation on va dire globale, si on prend la market cap totale pour se donner un petit peu des niveaux de référence, Bitcoin est à peu près par ici, Ethereum est à peu près par là, et vos alts elles sont très légèrement en dessous, quelque part par là, ou quelque part même par là je dirais, puisqu'on a eu cette grosse latéralisation ici. Donc du coup, il faut que le total augmente. Pour le moment, c'est cassé. En tout cas, on avait cassé ce point-là qui nous repoussait jusque-là. Maintenant, est-ce qu'on vient retester ça? Est-ce que on enfonce un petit peu plus? Voilà. Attention, en tout cas, à ne pas trop FOMO. Je trouve en ce moment sur sur des endroits où une correction reste possible. Stablecoin dominance, pareil, on latéralise, on est plutôt en bas de quelque chose ici également. On voit en tout cas qu'on a perdu le canal historique. Qui en fait est plus ou moins le canal d'adoption des stablecoins, si on peut l'appeler comme ça. Ici plus ou moins création 2018-2019, si je vous prends une charte un petit peu plus vieille.
La stablecoin dominance, vous le voyez, on a ici cette trend d'adoption des stablecoins. Et pour le moment, on est en train de enfoncer ce canal, ce qui est globalement plutôt une bonne chose également. Maintenant, c'est pareil, si le gâteau ne grossit pas, eh bien 8% de stablecoin dominance, on va dire dans le canal d'adoption, c'était les 4% ici, mais là vous voyez qu'on était loin, on était en 2021. Maintenant, vous pouvez avoir du stablecoin qui vous fournit du rendement, etc. Donc le fait que le marché soit à 8% exposé stablecoin, donc non exposé, 100% risk-off, et peut-être un endroit, on va dire, d'inflexion, puisque encore une fois, ce qu'on regarde là, c'est le canal d'adoption des stablecoins. On ne s'attend pas ici nécessairement à ce que on vienne à zéro sur les stablecoins, ça n'est quasiment pas une possibilité. Donc ici, aller à 3-4, j'y crois pas trop. Donc il faut vraiment que le gâteau grossisse, encore une fois, parce que sinon, dans la stablecoin dominance, le risque, c'est tout simplement bien de repasser sur des niveaux. Vous le voyez ici, on était monté à 14%, et petit à petit, en fait, les tops remontent. Donc c'est un petit peu la même chose ici, on va dire. C'est bien qu'on perde cette trend. Maintenant, les stablecoins sont en train d'être adoptés dans le temps. C'est ce qu'on voit dans ce canal. Actuellement, on est sur une anomalie, on va dire ça comme ça, puisqu'on enfonce le canal. Bien évidemment, rester dans ce canal voudrait dire au bout d'un moment aller à 100%. Donc ce modèle est voué à un moment donné à être cassé. C'est-à-dire que ce que vous pourrez éventuellement voir, c'est les stablecoins sont une innovation. Assez souvent sur une innovation, on fait ce qu'on appelle une courbe en S. Et voilà, l'idée ici, c'est peut-être qu'à un moment donné, on va dire, les stablecoins auront une très forte exposition, tout simplement parce qu'ils seront un moyen de paiement, peut-être, et que donc, du coup, on va dire que sur le total crypto, ça sera même plus quelque chose qu'on va regarder réellement, parce que ça sera plus ou moins les monnaies numériques de banque centrale qu'on regardera, même si je pense pas que ça va arriver aux États-Unis, c'est-à-dire que l'exposition, aux États-Unis, je pense on restera sur des monnaies numériques de banque centrale d'ordre privé, type Circle, etc. On aura du dollar privé qui sera backé tout simplement par des bons du trésor. Mais pensez bien ici que ce genre de courbe en S, on est peut-être à l'endroit où on va finalement se retrouver dans une latéralisation. En tout cas, la perte de ce canal est un signal qu'on est en train de coucher ici ce qu'on a. Et on a beaucoup parlé de cette courbe en S sur BTC également. Vous pouvez la retrouver sur l'adoption d'Internet, l'automobile, voilà, toutes les révolutions, on va dire, industrielles et techniques, et globalement, est-ce que maintenant on va pas juste tout simplement se tracer à plat là-dessus? On peut peut-être ici faire cette supposition. Donc on se balade désormais entre les 8% et les 15% pendant un certain temps de stablecoin dominance, basé sur le fait qu'on a potentiellement, encore une fois, perdu ce canal d'adoption historique. Donc courbe en S, gardez bien cette idée en tête, c'est quelque chose de relativement fréquent quand une nouvelle technologie arrive. Maintenant, est-ce que ça veut dire que là on est en bas? J'en sais rien, hein, sincèrement. Peut-être que le bas se trouve ici, ou peut-être qu'on va ranger entre ça et ça. Pour le moment, on va le poser là, et encore une fois, réfléchissez bien à tout ça, parce que c'est pas parce que vous posez une ligne sur votre chart que ça correspond nécessairement, à quelque chose que le prix ne va pas passer. Hein. Le prix passe au travers assez facilement de toutes les lignes que vous allez poser sur vos charts. C'est simplement ici, encore une fois, un repère qu'on va se donner. En tout cas, dans l'adoption ici du stablecoin, on peut peut-être se dire que ça y est, la courbe en S est potentiellement en train de se coucher. Bref, on passe sur les news et il n'y a pas grand chose, sincèrement, donc du coup on va passer assez vite. Ici, Wikipédia qui dit que Elon Musk est un conspiracy théoriste d'extrême droite. On sait que Wikipédia est plus ou moins sourcé et fondé par la CIA, hein, en grande partie. Bon voilà, en tout cas, il faut ici bien se dire que Wikipédia n'est pas tout simplement indépendant, hein, voilà. C'est gratuit, donc quelqu'un paye, et en l'occurrence, faites attention à ce que vous lisez sur Wikipédia, mais ça tout le monde l'a toujours dit. Je me rappelle encore que, on va dire, il y a une vingtaine d'années, c'était déjà le cas. Ici, l'effet Cantillon visualisé. Qu'est-ce que l'effet Cantillon? C'est le fait que des périodes d'inflation bénéficient toujours aux plus riches.
Pourquoi ça? Parce que quand vous avez des périodes d'inflation, vous allez avoir du crédit gratuit, c'est-à-dire qu'on va imprimer. Ceux qui vont avoir accès à l'argent frais, il est imprimé par qui? Il est proposé par qui? Il est proposé par les banques. Une banque va être globalement une structure qui va vérifier que vous n'avez pas besoin d'argent pour vous en prêter. Hein. Globalement, c'est un petit peu le principe d'une banque, surtout en ce moment. Quand elles étaient encore nationalisées, etc., c'était pas tellement le cas. Mais en ce moment, c'est quand même un petit peu ça l'idée. Et donc, en l'occurrence, ici, vous voyez très bien cet effet visualisé, et ce sur plusieurs années. On part ici de 1989, je crois. Et finalement, le top, je vais peut-être vous augmenter. Le top ici, 0,1% des plus riches, avec le bottom des 50%, et on voit assez bien, on va dire, l'affaiblissement du pouvoir d'achat des moins riches, et globalement, au travers de même les grandes crises financières, le top 0,1% qui lui, par contre, se gave bien, et c'est ça qu'on appelle l'effet Cantillon. C'est ça également que vous... excusez-moi, je vais me reposer une seconde. Excusez-moi. C'est ça également que vous essayez de combattre vous-même par l'investissement, et notamment peut-être par votre exposition à la crypto, tout simplement. On essaye de combattre l'effet Cantillon. Investir, c'est se prémunir de ce problème. Qu'est-ce qu'on regarde ici? La BTC dominance, oui, qui est peut-être potentiellement, alors là c'est Dave the Wave qui nous avait posté ça, qui est peut-être potentiellement sur un point d'inflexion. À voir, sincèrement, je demande à voir encore une fois. Nous, on avait des targets peut-être un petit peu supérieurs. Maintenant, en fait, ce que nous dit Dave the Wave, c'est que globalement, si on a de l'antériorité, ici on va se mettre en weekly, ouais. C'est que globalement, la structure sur la Bitcoin dominance est baissière, d'accord? Et lui, en fait, il trace tout simplement, on va y arriver, ce niveau-là. Donc concrètement, il nous dit, pour le moment, on a une structure qui effectivement est baissière. Bon, c'est normal, à cette époque-là, il n'y avait que BTC. Ici, 2017, on va dire création des alts. Ici, on n'arrive pas à faire un nouveau plus haut, on revient tester un petit peu ce point-là. Et là, il dit, regardez, peut-être qu'on arrive à un point où la Bitcoin dominance, finalement, va se calmer. Bon, alors, moi, vous le voyez... En fait, finalement, même sur cette... je suis bien en log, ouais. Même sur cette charte, et je pense que lui, du coup, il est en normal. Voilà, lui, il est un petit peu plus près, vous le voyez ici, entre ces deux points. Moi, je fais toujours mes charts en logarithmique. J'utilise toujours mes charts en logarithmique. Pourquoi pas? Sincèrement, en tout cas, ça ne remet pas en cause la potentialité d'aller autour des 57. Ici, ça nous donnerait 55 éventuellement pour un point d'inflexion. En tout cas, ce qu'on peut voir sur la BTC dominance, c'est que pour le moment, toujours en log, encore une fois, moi je travaille toujours en logarithmique, eh bien, on garde du momentum, le même momentum sur toute cette montée. Et tant qu'on n'a pas finalement perdu et réintégré potentiellement le range précédent, qui a lui duré pendant quand même un certain temps, hein. Vous voyez qu'ici on est en 2021, qui a duré pendant un certain temps. Tant qu'on réintègre pas ça, ça reste extrêmement bullish pour la Bitcoin dominance, notamment, bien évidemment, vous l'aurez compris, sur fond de news ETF. Mais cette charte était intéressante, donc du coup, je l'ai postée, et ça y est, on arrive à hier. N'hésitez pas à venir vous abonner sur le Twitter pour avoir un petit peu des news fraîches, un petit peu en temps réel, on va dire ça comme ça, et également, bien sûr, sur le Discord de la chaîne, sur le coup, sur lequel, on parle trading, pas mal de choses, etc. Ensuite, on n'a pas franchement de news ici intéressantes à se mettre sous la dent. Ça, on en a déjà parlé hier. Apparemment, une attaque sur DYDX qui a été payée par l'assurance, si je comprends bien. D'accord, c'est pour ça que Yearn a fortement corrigé. J'avais vu une grosse correction hier sur Yearn, sur IFI. Ici, apparemment, il y a eu un hack sur DYDX, Trading Logs Affection, Sharp Decline, caused by Market Manipulation. Donc oui, il y a eu un hack sur IFI, et potentiellement également DYDX en a été victime, et visiblement ils ont fait appel à leur assurance pour payer les pots cassés. Bitcoin comme un enjeu à l'élection présidentielle, bon ça on a déjà fait pas mal de vidéos là-dessus. Visiblement aussi OpenAI qui demanderait à Sam Altman de revenir après l'avoir viré hier. Visiblement il se ravise, enfin il y a une partie du board qui voudrait rappeler
Sam Altman. Et ici, le Magnificent Seven. Avant, on avait les GAFAM, maintenant on rajoute Nvidia dedans et une autre dont je me souviens plus laquelle c'est, mais c'est pas grave. Et ici, apparemment, là, on n'a pas l'abonnement Market Watch, mais globalement, ça nous parle des 7 plus grosses actions. Semaine prochaine, je crois qu'on a déjà parlé de ça hier, le calendrier économique. Il y aura les minutes de la Fed, mais globalement, ça va être une semaine assez peu chargée. Également, Thanksgiving, qui en général est plutôt un moment bullish sur les actions. À voir si cette fois-ci ça se confirme également. Les liquidations, mais avant ça, une petite page de pub. Allez, on y va pour la page de pub. Quels sont les moyens d'aider la chaîne ? Eh bien, tout simplement, il y a déjà le bouton rejoindre ici sous les vidéos qui, moyennant une cotisation de 10 € par mois, vous permettra d'accéder à des vidéos privées. Ces vidéos, je les poste tous les jours. Vous voyez, on est déjà ici à la vidéo numéro 57. Et dedans, on a des analyses approfondies sur le BTC, du risk management, du trade management, des analyses d'altcoin également. Voilà, petite vidéo tous les jours d'une vingtaine de minutes que je produis en plus spécifiquement pour les affiliés YouTube. Il y a aussi un moyen par le Discord d'accéder à ces vidéos. D'abord, vous venez sur le Discord, vous vous présentez ici. Il faut donc écouter ce que vous dit le bot ici de manière à accéder au serveur et ensuite rendez-vous sur l'onglet ici vidéo privée et vous pouvez lire ici toutes les choses qui vous permettront d'accéder effectivement à ces vidéos. Deuxième chose également, vous avez bien sûr le stand de merchandising que vous allez pouvoir retrouver sur la chaîne. Et qui, vous permet d'acheter des t-shirts Crypto Signal. Vous voyez, il y a quelques t-shirts marrants également. Et voilà, ça aide beaucoup également. Et puis, dans la description de la vidéo, vous avez tous les autres liens ici qui vous permettront également d'aider la chaîne, à savoir achat de Cold Wallet Ledger, abonnement à iBlock, que moi j'utilise beaucoup, tous les autres liens sur les autres plateformes également que nous proposons, mais aussi des indicateurs type Luxalgo, etc. Quelques bouquins sur Amazon. Bref, n'hésitez pas à aller regarder tout ça. En plus de la vidéo publique, il y a donc pas mal de choses et notamment, je pense, le Discord qui fonctionne très bien avec, vous le voyez ici, toute une communauté qui va poster ses analyses et donc ça, c'est quand même extrêmement intéressant. Je vous laisse là-dessus. Merci de votre écoute. À très bientôt. Donc du coup les liquidations, 53 millions, à savoir pas grand chose, c'est normal, c'est le week-end, 15 millions, donc à peine un quart sur Bitcoin, Ethereum, c'est pas grand chose non plus. On a liquidé principalement sur les alts, TIA qui fait son entrée, je pense qu'il a été listé il y a pas très longtemps sur Binance. J'ai vu qu'en ce moment aussi on avait Tao qui poussait bien, donc c'est bien parce que c'était quelque chose qu'on avait regardé dans les vidéos affiliées et qui nous semblait intéressant à l'entrée. Et puis j'ai vu que Kaspa poussait bien aussi, donc personnellement pour moi c'est plutôt des zones sur lesquelles éventuellement prendre quelques profits, mais voilà, je vous laisse là seul juge pour le coup sur vos investissements. On a liquidé principalement du short, sauf sur Bybit et Bitfinex où on a liquidé du long. Carnet d'ordre, c'est... alors c'est plutôt vide sur la zone directement, encore une fois c'est le week-end, donc on a assez peu d'ordres qui vont probablement se poser. Voilà, on a de l'ordre au-dessus, de l'ordre au-dessous, on a des ordres ici à la vente qui s'annulent, on a des ordres à l'achat qui se rajoutent un peu sur la zone des 35, pas énormément de choses à dire là-dessus. En ce qui concerne le funding, on a un prix qui latéralise, un open interest qui latéralise, un funding qui latéralise, donc pas vraiment de direction non plus, ça reste assez mou puisque c'est le week-end encore une fois, demande au spot qui latéralise également, voilà, c'est très plat. On va voir peut-être à l'ouverture du CME ce soir, si jamais ça commence à bouger un petit peu. Est-ce qu'on a des nouveaux points ici ? On va dire que sur cette montée du prix, j'ai peut-être plutôt un funding qui est à la descente. Donc ça pourrait éventuellement nous dire que ce point-là est relativement conséquent, qu'on va avoir des bonnes chances de venir revisiter les 37 incessamment sous peu. On va voir avec les bulles de liquidité si jamais je vais mettre en pause. Hop. Ok, donc les bulles de liquidité, globalement, on est plutôt à l'équilibrium entre shorter-longueur sur les 5 derniers jours. On voit qu'ici, cette position-là a été sortie juste ici, vous le voyez, en x100. Qu'est-ce qui nous reste en x100 donc c'est-à-dire le vert clair, pas le bleuté. On a peut-être une petite poche ici à venir prendre à 37,5, tout à fait possible. Et derrière, en dessous, on va dire que oui, il y a de la liquidité. Globalement, je dirais que peut-être ce niveau des 34,9 pourrait être intéressant. Et là, on parle bien sûr d'intraday, on parle pas nécessairement de positions qui vont faire 1 ou 2 jours. Sur Ethereum,
Sur Ethereum, le delta est plutôt en faveur des shorters, plus de shorters que de longeurs sur les 5 derniers jours. On voit que les FOA100 sont quand même relativement bien liquidés à chaque fois qu'ils sont rentrés. Vous voyez qu'on est venu chercher celui-ci juste là. Pareil, pas énormément de longueur dans le train, on va dire ça comme ça, sur les 5 derniers jours. Donc du coup, peut-être potentialité. En tout cas, je trouve, si jamais on regarde le funding, etc., que au niveau liquidité, c'est pas trop dégueulasse pour une continuation haussière. Pourquoi? Tout simplement parce que les longs ont l'air de prendre leur profit là en ce moment et de prendre profit assez vite. Donc on a un sentiment qui est, on va dire, plutôt baissier dans la zone, ce qui pourrait éventuellement nous aider parce que nous aider à monter, hein, sous-entendu. Donc ça serait pas très bon pour le short que j'ai en cours, mais c'est pas très grave, il est dérisqué. Mais peut-être qu'on va ici rajouter un stop, histoire d'être sûr de prendre du profit sur celui-là, puisque pour le moment la position est juste dérisquée, mais on peut la laisser aller jusqu'à la liquidation. Il faut que je regarde ici mes prix de liquidation, éventuellement ce que ça pourrait donner, etc. Mais je trouve en tout cas que quand on regarde cette latéralisation du prix et descente du funding, ça veut dire qu'on a des longueurs qui prennent profit assez vite, et ça veut dire qu'on a des shorters qui rentrent également. Bien évidemment, ici vous le voyez, la baisse de l'open interest, ça irait plutôt dans le sens d'une prise de profit de la part des longueurs. Et bien évidemment, quand on a moins de longueur dans le train, on a moins de liquidité en dessous, ce qui peut peut-être, ici encore une fois, nous dire que oui, le prix peut peut-être éventuellement repasser légèrement haussier, maintenant qu'on a, on va dire, la suite du scénario. Sur la 12 heures, pas vraiment de sens en termes de sentiment, on va dire, il n'y a pas plus de shorter que de longueur ou quoi que ce soit. Quand on regarde la 7 jours, on est assez proche de cette poche de liquidité en bas, mais vous voyez ici qu'on commence à ici cultiver une bonne partie de liquidité au-delà des 38,5, 38,6. Donc on a cette première poche ici dont le point chaud, on va dire, se trouve à peu près à 38,2 et derrière une deuxième poche éventuellement à 40, 41. À voir. En tout cas, je sais pas. Je pense que je vais plutôt laisser tourner ce short et on verra ce que ça dit et peut-être même éventuellement parce que en fait, c'est la réaction à l'action de prix ici qui est importante, pas non plus de direction ici sur Ether. C'est la réaction à la descente qui est intéressante. Est-ce que tout le monde veut attraper le couteau qui tombe et acheter le dip, acheter le dip en long, j'entends, ou alors est-ce que ici, si jamais on se maintient par exemple dans la zone, tout le monde veut absolument shorter l'histoire. Et pour le moment, on voit que les acheteurs en tout cas sont prudents. Et on voit également que, on va dire, les shorters sont pas extrêmement nombreux non plus, mais qu'on a quand même peut-être potentiellement un sentiment plutôt baissier, ce qui peut éventuellement aider le prix à pousser plus haut. Ethereum, vous le voyez, pour le coup, c'est toujours les 2170 ici pour moi qui pourrait rejeter si jamais on pousse en haut, et si jamais on pousse en bas, 1845, et personnellement, j'ai une zone favorite sur Ether autour de 1788 si jamais on devait marquer une correction. Donc, alors on revient sur le prix ici, bien entendu, on va se mettre là-dessus, ouais. Bien entendu, on cultive l'incertitude ici, mais personnellement, on va dire que le scénario baissier perd un petit peu de sa superbe petit à petit sur ce double top-là. Par rapport à la liquidité, on va dire. Pour le moment, vous le voyez qu'on n'a pas retourné la structure. Là, pour le coup, si on retourne totalement la structure, on pourra se dire que oui, c'est parti et c'est plus ou moins gagné pour descendre. On n'a pas non plus énormément de shorters, en fait. C'est ça que je veux dire. En ce moment, on est sur, on va dire... beaucoup de liquidations à la journée, voilà, c'est ça, puisqu'on tourne autour de 200 millions jours, à peu près, sur les jours de semaine, en tout cas. Donc on a de l'open interest, on a du monde dessus, etc. Et en plus, dans les datas qu'on regarde, là, je parle ici sur Coinalyze, on n'a pas tout ce qui est CME, etc. Mais, comment dire, je sais pas s'ils ont mis à jour le code ou pas, ici, non, 14 novembre, non, il a toujours 5 jours. Ça sera intéressant d'aller voir, qu'est-ce qui se passe sur le CME, comment est positionné, on va dire, comment sont positionnés les traders. Voilà, pour moi toujours cette zone de combat, un peu la chose qu'on avait mis en avant hier, zone de combat entre ici et là. Là on a des jolies mèches de défense, là on a des jolies mèches d'attaque du côté des bulls ou des bears. Qui a le momentum, c'est le week-end, donc je dirais que on est plutôt sur un momentum très légèrement longueur, même si vous le voyez sur les bulles de liquidité ici, si on regarde la 12 heures, c'est mitigé, ça va dans les deux sens. On n'a pas un funding qui prend une direction réellement dans un sens. Prise de profit conséquente de la part quand même des longueurs, ça c'est à noter. Donc on perd de la liquidité en dessous voilà, pour moi c'est du 50-50 sincèrement en ce moment. C'est pour ça que je vous donne pas nécessairement
on va dire, deux directions préférentielles. Est-ce qu'on va plutôt à 39? Est-ce qu'on va plutôt à 31? Personnellement, je joue ce 50-50 plutôt du côté de la baisse. Pour le moment, ça fonctionne pas mal, mais on est quasi sur un coin flip là ici, puisqu'on a, on va dire, une structure qui reste quand même haussière, mais dans une structure, une montée assez larvée, assez molle. Vous voyez qu'il n'y a rien d'impulsif là-dedans. Alors peut-être qu'à un moment donné, il va y avoir quelque chose qui va déclencher, mais on reste sur une structure, on va dire, daily qui reste haussière. Montée assez larvée, donc prudence. Et également, comment dire ça? Dans l'autre sens, ben, on voit une perte de force à l'achat au niveau du spot. Voilà, sur la zone des 38 ici, on sent que il y a un petit peu une perte de vitesse du côté acheteur, surtout au spot. Peut-être, on va dire, également, étant donné qu'il y a de la prise de profit, etc., et ce genre de choses, bah, ça veut dire que si vous prenez profit, ça veut dire que ce que vous voulez, c'est peut-être ouvrir plus bas, ou sous-entendu que vous considérez que le prix a trouvé son top. Mais maintenant, en face, j'ai pas énormément de shorters. Donc on va voir ici si ça drop, principalement par exemple là-dessous, hein, typiquement, ou dans cette zone-là. Si ça drop dans cette zone-là, comment réagit le marché? Et vous voyez que pour le moment, on va dire, la direction est incertaine de ce côté-là. C'est pour ça que personnellement, j'ai pas vraiment de certitude sur la direction ici. De toute façon, faites attention aux gens qui ont des certitudes. Les certitudes en trading, c'est pour les charlatans et pour les cons. D'accord, ici on a un scénario, on le joue, on a des zones sur lesquelles on va intervenir, préférer, voilà, aller rentrer, etc. Mais en termes de certitude, on n'en a aucune. Les seules certitudes que vous pouvez avoir en trading, c'est que le prix n'ira jamais en dessous de 0 et que la chart bougera toujours de gauche à droite. Ok, je vous laisse là-dessus. J'espère que cette vidéo vous aura plu. On se retrouve demain pour une nouvelle vidéo. C'est dimanche, donc moi c'est une journée un petit peu cool. C'était peut-être un petit peu poussif aujourd'hui et vous m'en excuserez. On se retrouve demain. Je vais faire la vidéo affiliée également dans la foulée. Et j'ai pour habitude en fin de vidéo de poser une question à la con, c'est-à-dire une question qui n'a rien à voir avec le prix du Bitcoin, mais qui nous permet de converser de choses et d'autres. Allez, bah, qu'est-ce que vous allez acheter pour le Black Friday? Ça, c'est la question. Alors, je vous conseille d'attendre demain. Demain, il y aura il y aura une grosse promo sur TradingView. Sur l'abonnement à l'année, et donc je vous mettrai demain le lien en description, puisque c'est juste sur la journée de demain, et vous aurez des abonnements à moins 80%. Donc attendez bien demain, je vous posterai le lien du coup en description, parce que c'est la journée où il faut renouveler son abonnement tout simplement sur TradingView. Pour moi, il n'y en a qu'une, c'est celle-là. Je vous souhaite à tous une très bonne journée, on se retrouve demain, portez-vous bien, à très bientôt, ciao.